3 jeunes marginaux qui, au fond de leur petit local, détruisent un pan entier de l'économie, tiennent tête à Hollywood, à l'industrie de la musique et même au gouvernement. Les offshore, procès, censure, on dirait le scénar d'un film, mais non. C'est l'histoire d'un site web suédois, un simple moteur de recherche qui a fait trembler le système. C'est l'histoire de The Pirate Bay. Anakata et Tiamo. L'un est un petit génie du code, très réputé dans les cercles techniques suédois, l'autre un administrateur système, motivé ni par l'argent ni par la politique, mais par le challenge. Ils se rencontrent lors de la création de Les soldats les plus bêtes d'Amérique. Je vous jure, c'est pas une blague. Un site qui recensait les soldats américains décédés pendant la guerre en Irak et permettait aux utilisateurs de noter de 1 à 10 le degré de stupidité de leur mort. Anakata était le développeur du site et Tiamo prêtait un serveur pour l'héberger. Évidemment, ça n'a pas du tout plu aux Américains. Après quelques coups de fil, quelqu'un du département d'État leur ordonne de fermer le site. À la même époque, Anakata est au Mexique pour le boulot. Pendant son temps libre, il découvre Pirate Byron, littéralement le bureau de la piraterie. Un collectif suédois qui milite pour le libre partage de la culture sans son droit d'auteur. Très vite, il leur propose un projet simple. Créer un site à leur image, décentralisé, libre et surtout impossible à faire taire. Et pour le nom, il choisit The Pirate Bay. Absolument pas subtil, mais c'est le but. Car pour eux, le droit d'auteur n'a aucun sens. C'est un vestige d'un autre temps conçu pour les vinyles et les CD, pas pour internet. Ils accusent le système d'être un fléau à la créativité, d'étouffer la culture au lieu de la faire circuler. L'idée derrière ce nouveau projet, c'est un moteur de recherche, comme Google, mais pour des torrents. Un format de fichier un peu particulier parce qu'ils sont faits pour être partagés super rapidement entre les utilisateurs. Musique, films, jeux vidéo, logiciels, pornographie, tout est accessible de manière 100% gratuite. Mais attention, TBP n'héberge pas directement ses œuvres. C'est trop risqué. Il ne fait que lister les torrents. Ça c'est Pirates des Caraïbes. Si vous voulez le télécharger légalement, vous connectez au serveur Disney+, et il vous envoie le fichier depuis ses propres serveurs. Et ça, c'est Pirates des Caraïbes en torrent. Au lieu de le récupérer sur un seul serveur, vous téléchargez des morceaux de film chez des gens qui le possèdent déjà, un bloc chez Julie, un bloc chez Grégoire, et une fois que vous avez le film en entier, non seulement vous pouvez le regarder, mais vous devenez à votre tour capable de le partager. Résultat, il devient presque impossible à arrêter. Mais pour héberger tout ça, il faut un serveur. Et ça tombe bien, Tiamo vient justement de se faire censurer son site par les Américains 2 mois auparavant. Tout est en place, ils ont leur vision d'un monde numérique libre, des cracks en informatique pour mener à bien le projet, et même un porte-parole, un certain Brokep, rencontré sur les forums du bureau de la piraterie. Un type qui va devenir le 3e membre fondateur, très engagé, prêt à défendre la liberté d'expression, même si c'est illégal. Comment devenir la cible de tous les gouvernements? Très vite, Pirate Bay gagne en popularité. Anakata, qui est toujours au Mexique, décide de retourner en Suède et fonde avec Tiamo PRQ. Cette boîte qui permet à leurs clients d'héberger leur site web et qui a pour particularité de ne jamais poser de questions. On peut citer par exemple le très célèbre Wikileaks, mais aussi des sites bien plus dérangeants comme celui d'une association pédo. Et même un site français, F de souche, très à droite. Tout roule pour le mieux pendant presque 2 ans. Le bouche à oreille fait son œuvre et fin 2005, le site dépasse les 1 million d'utilisateurs enregistrés. Chaque jour, des milliers de torrents sont partagés et téléchargés, et si Pirate Bay a pu décoller aussi vite, c'est grâce à cet homme, Carl. Depuis la création du site jusqu'en 2005, ce chef d'entreprise suédois a mis la main au porte-monnaie. Il fournit de quoi héberger le site, des équipements et paye de la bande passante. Mais ça commence à poser problème. Ce n'est plus un projet artisanal, ils ont des serveurs dédiés, une boîte, toute une infrastructure. C'est devenu un navire en pleine mer avec un équipage à bord. Et de l'autre côté de l'océan, les studios et leurs ayants droit ont leur longue vue braquée sur eux. Ces millions d'utilisateurs, c'est autant d'argent perdu. Des mails arrivent en masse chez Anakata, des injonctions, des mises en demeure, supprimez ces fichiers, vous violez nos droits, vous vous exposez à de lourdes sanctions si vous ne le faites pas. Au début, il s'en moque. Mais à force d'en recevoir, il perd patience, pète un câble et se met à répondre à tout le monde sans filtre. La Suède n'est pas un état américain, vos lois ne s'appliquent pas ici, je vous prie de bien vouloir aller vous faire enculer. Allez vous faire foutre cordialement votre bien dévoué Anakata. Ou encore, nous et nos avocats sommes d'avis que vous êtes des crétins et vous devriez aller vous faire sodomiser avec des matraques rétractables. C'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Le 31 mai 2006, le gouvernement suédois est sous pression.
La riposte tombe, 65 policiers débarquent dans les locaux de PRQ, la société d'hébergement où tourne toujours The Pirate Bay. Un seul objectif, le fermer définitivement et s'en servir d'exemple pour tous les autres sites anti-droit d'auteur. Il faut prouver que même sur internet, la loi peut frapper. La perquisition est brutale, plus de 180 serveurs sont saisis, 300 sites sans aucun lien avec l'histoire qui se retrouvent coupés du net. Dommages collatéraux de la chasse aux pirates. C'est une victoire pour les autorités. Ils viennent enfin de faire tomber l'un des plus gros repères de pirates du net, tout en donnant une bonne leçon à Nakata, qui les narguait depuis un moment. Malheureusement pour eux, le site revient très vite. Il leur a pas fallu longtemps, seulement 3 jours plus tard. Pirate Bay réouvre ses portes avec un petit message subtil. Son nouveau logo, représentant un bateau pirate, tirant des boulets de canon sur le panneau Hollywood pour les troller. Une simple copie remise sur pied, bien plus visible et populaire que jamais. Bah ouais, tous les médias en parlaient à l'époque et beaucoup de gens ont connu Pirate Bay suite à ce raid. Donc forcément, une fois remis en ligne, une énorme vague d'inscriptions. Du côté des autorités, c'est beaucoup moins glorieux. Ils ont voulu frapper fort, mais ils ont frappé à côté. Pourquoi avoir coupé des centaines de sites qui n'avaient rien à voir? Pourquoi une opération d'une telle ampleur juste pour un site qui ne stockait même pas directement les œuvres? Et surtout, où sont les fondateurs? Car lors du raid, Anakata et Tiamo sont brièvement interrogés, puis relâchés. Brokup lui a carrément réussi à passer entre les mailles du filet, mais aucun d'eux ne sera officiellement poursuivi. Enfin, pas encore. En quelques jours, l'opération censée faire taire Pirate Bay devient un désastre de communication. Sur les forums, dans les médias, dans la rue même, une partie du public se mobilise, car à leurs yeux, Pirate Bay, ce n'est pas un cartel ni une mafia. À Stockholm, des manifs s'organisent et un nouveau slogan inonde le web, la culture veut être libre. En voulant tuer The Pirate Bay, les autorités viennent en réalité de les faire entrer dans la légende. Après le raid de 2006. À partir de là, tout s'accélère. Les 3 fondateurs ne sont pas poursuivis par la justice, donc il n'y a pas de temps à perdre. Déjà, pour faire tourner un site avec des millions d'utilisateurs, il faut de l'argent, et beaucoup d'argent. Nos 3 copains se posent donc alors pour réfléchir à une solution. Et franchement, on est en 2006. Pas se casser la tête, on va mettre des pubs. Il y a eu ce moment absurde où des publicités pour des films s'affichaient, alors que ces mêmes films étaient disponibles en torrent juste en dessous. Autrement dit, les ayants droit payaient involontairement pour promouvoir leurs propres œuvres piratées. Voilà. Bienvenue sur internet. Le site a aussi brièvement proposé un bouton faire un don sur sa page d'accueil, mais là encore, rien de très rentable, alors cette option n'a pas duré. C'est donc là qu'un projet complètement fou voit le jour. Racheter la micronation de Sealand, une ancienne plateforme militaire perdue au large du Royaume-Uni, qui est mise en vente à ce moment-là. L'idée est pas bête. Là-bas, il n'y a pas de loi concernant les droits d'auteur. TBP tente alors sa chance. Le plan, y installer une nouvelle infrastructure à l'abri des lois internationales. Un état pirate, littéralement. Mais le gouvernement de Sealand refuse. Trop risqué pour leur image, et de toute façon, ils demandent 750 millions d'euros, et le site n'a récolté que 20 000 pour ce projet. Ils ne s'arrêtent pas sur cet échec, et lancent alors l'idée d'acheter une île ailleurs, avec les mêmes objectifs. Mais là encore, le projet tombe à l'eau. Et oui, le site vit uniquement sur les dons de ses utilisateurs, Carl ne finance plus le site depuis 2005, et le peu d'argent récolté suffit à peine à payer les serveurs, bande passante et la bouffe. Impossible pour eux de prendre le large, ils devront rester hackés. Le procès de 2009. On est en 2008. TBP, c'est désormais 2 700 000 utilisateurs. Top 100 des sites les plus visités au monde. Mais depuis l'échec du raid de 2006, dans l'ombre, il se prépare quelque chose. Parce que l'industrie a bien compris que pour se débarrasser de Pirate Bay, il faut frapper fort et viser ses créateurs. En coulisses, les pressions s'intensifient. Les majors américaines, Warner, Sony, Universal et plein d'autres poussent les autorités suédoises à agir. Il faut un procès, un vrai, public et exemplaire pour passer l'envie aux prochains de se lancer dans l'aventure. En janvier, l'étape est franchie. Complicité d'infraction aux droits d'auteur à grande échelle. Plus de 10 millions d'euros de dommages et intérêts réclamés. Le procès est fixé un an après, le 16 février 2009 à Stockholm. Cette fois, impossible d'y échapper, pas de plan B, pas de fuite vers une île, ils devront comparaître et se justifier auprès du monde. Le jour J, le tribunal est plein à craquer, des journalistes, des avocats, des activistes, des étudiants, des fans, dehors, une foule s'est réunie pour soutenir les accusés. Dans la salle, les 3 pirates prennent place. L'accusation ouvre les hostilités.
Les fondateurs sont accusés de faciliter massivement le piratage. Mais à peine le procès commencé, qu'une faille est pointée du doigt. Le procureur accuse le site de mise à disposition illégale d'œuvres. Mais TPB n'en stocke aucune. Et puis on peut aussi l'utiliser pour télécharger des choses légales. C'est comme reprocher à un constructeur de voitures le fait que certains roulent trop vite. Ce n'est pas le fabricant le problème, c'est le conducteur. Pour la défense, c'est pareil, c'est aux utilisateurs de répondre des contenus qu'ils téléchargent illégalement, pas aux quatre accusés. La question est posée. Est-ce que Pirate Bay est condamnable? Brokep prend la parole, il explique que tout le système est totalement extérieur à leur contrôle. Et surtout, ils n'ont jamais gagné d'argent personnellement grâce au site. Dans la salle, l'ambiance change, les techniciens dans le public hochent la tête, car Brokep dit vrai. Comment condamner quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas techniquement commis? L'accusation est obligée d'abandonner toutes les charges concernant l'aide à la violation de droits d'auteur et garde seulement celle sur l'aide à la mise à disposition. Dans la salle, les fondateurs esquissent un sourire. Ce procès, ce ne sera pas un enterrement, ce sera un combat. C'est au tour de la défense de contre-attaquer, et elle le fait avec une stratégie inattendue. La presse l'appellera plus tard la défense King Kong. L'argument est simple, selon une directive européenne, un site qui donne accès à l'information n'est pas responsable du contenu transféré, à condition qu'il ne soit pas lui-même à l'origine du transfert. Et dans le cas de Pirate Bay, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui initient les échanges, pas les accusés. L'avocat illustre ça avec un exemple volontairement grotesque. Un utilisateur de Pirate Bay, nommé King Kong, pourra très bien se trouver dans la jungle cambodgienne à partager illégalement des fichiers. Pour que les accusés soient condamnés, il faudrait prouver qu'ils ont personnellement interagi avec King Kong, mais ce lien n'a jamais été démontré. L'avocat met en lumière une nouvelle faille dans le dossier. Depuis le début, le procureur parle des accusés comme d'un tout. Eux, les pirates, Pirate Bay, jamais par nom, jamais par acte individuel. Mais la loi, elle, juge des personnes, pas des symboles. Et cette confusion devient le cœur de la ligne de défense. Tiamo prend la parole. Il n'a pas l'éloquence de Brokep ni le calme d'Anakata, lui est plutôt réservé. Mais il est aussi développeur du site. Alors les procureurs foncent, ils veulent des détails, des réponses, des aveux. Mais il ne se laisse pas piéger. À chaque question hors technique, il répond simplement « Je sais pas, je m'en souviens pas, c'était pas mon domaine ». Alors on l'interroge sur les décisions internes, les responsabilités. Et là, il évite les questions et ça fonctionne. Parce qu'en réalité, Pirate Bay, c'était le chaos. Pas de réunion, pas de business plan, ni d'hiérarchie. L'accusation veut des coupables et elle trouve un informaticien qui voulait juste faire tourner des machines et participer à un projet fun. Ce jour-là, le silence de Tiamo parle plus fort que les arguments. Et plus le procès avance, moins on comprend comment condamner ce site. À partir de là, le projet change de rythme. Fini les coups d'éclat quotidiens, les journées s'enchaînent, les témoins défilent et chacun campe sur ses positions. L'accusation tente de prouver que TPB est une machine à cash et un outil qui a détruit l'industrie culturelle. Pour étayer, ils ont des preuves sur les baisses des ventes et des chiffres inquiétants. En 10 ans, le marché du CD a baissé de 9 milliards, les 10 meilleurs CD en 2001 ont été vendus à 69 millions de copies, en 2008, seulement 46 millions. Et côté film, c'est pas mieux. En Suède, la vente de tickets de cinéma a chuté de 31% entre 2002 et 2006. Une perte de presque 90 000 € par film et par an. En face, les pirates parlent de places de concert qui se vendent mieux grâce aux bouche à oreille, d'artistes qui se font connaître grâce au partage et de nouvelles manières d'accéder à la culture. Pendant plusieurs jours, c'est une tempête d'arguments, mais quelque chose a changé. Ce n'est plus le procès de 4 mecs derrière un site, c'est un procès sur ce qu'est Internet, ce qu'il doit être, et ce qu'il peut devenir. Après 9 jours de procès, le 17 avril 2009, le jugement tombe. Le tribunal de Stockholm rend son verdict. Anakata, Tiamo, Brokep et Karl sont tous reconnus coupables de complicité de violation du droit d'auteur. Chacun est condamné à 1 an de prison ferme, ainsi qu'à une amende collective de 3 millions d'euros. Ce verdict soulève immédiatement une question. Le tribunal ne dit pas qui a téléchargé quoi, ni quand. Il affirme simplement que les 4 accusés ont aidé des gens, quelque part, à télécharger des films et des musiques. Pour justifier cette logique un peu floue, le procureur ressort une vieille jurisprudence suédoise. Si vous tenez la veste de quelqu'un pendant qu'il frappe, vous êtes complice. Même si vous ne frappez pas vous-même. Ici, le tribunal applique la même idée. Les fondateurs n'ont peut-être rien piraté directement, mais ils ont rendu le piratage possible. Et ça suffit pour les condamner. Bien sûr, ils vont tous faire rappel de cette décision. Après le procès, le lendemain du verdict, dans les rues de Stockholm, plus de 1000 personnes descendent manifester. Ils dénoncent un système dépassé, un monde ancien qui refuse de céder la place. Et pendant que le peuple marche, Pirate Bay, lui, affiche sa réponse directement sur son site. Un message sec, provocateur, publié en page d'accueil. Voilà, le verdict du tribunal est tombé.
Mais comme dans tous les bons films, les héros perdent au début, mais remportent une victoire épique à la fin. C'est la seule chose qu'Hollywood nous ait jamais appris. Pour éviter de nouveaux ennuis, TPB change de stratégie. Le site supprime son tracker, ce petit serveur qui aidait les utilisateurs à se connecter entre eux. Trop risqué. À la place, il passe à un format encore plus discret. Les liens magnets. La différence, un torrent c'est un fichier, un magnet c'est juste une ligne de texte. Mais le résultat est le même. Votre logiciel reconnaît le contenu et le télécharge chez les autres, sauf que là, il n'y a même plus de torrent à héberger. Donc plus aucun angle d'attaque pour la justice. Pour fêter l'occasion, TPB change même de logo pendant un temps pour laisser place à... Oh putain, tu vas avoir des problèmes. The Pirate Bay n'est pas mort, il devient insaisissable. 10 jours après le verdict du procès, une autre bombe éclate. Plus de 25 000 personnes rejoignent le Parti pirate suédois, un petit parti politique fondé en 2006 qui milite pour la réforme des droits d'auteur. Il devient le 4e plus gros du pays en nombre d'adhérents. Un an plus tard, en novembre 2010, la cour d'appel rend sa décision. Les peines de prison sont légèrement réduites, mais l'amende grimpe à 5,5 millions d'euros. Tiamo écope de 10 mois, Brokep de 8 et Karl de 4. Anakata n'est pas venu au tribunal, donc il garde sa peine initiale. Mais alors, comment Pirate Bay est-il encore en ligne après tout ça? Après le procès, les fondateurs trouvent une solution très maligne. Ils hébergent le site sur les serveurs du parti pirate. Résultat, toute tentative de le couper serait vue comme une censure politique. The Pirate Bay devient protégé par la loi elle-même. Une fois le site à l'abri, les 3 fondateurs disparaissent. Karl ne fuit pas, il fait ses 4 mois de prison. Anakata part au Cambodge, mais il est arrêté en 2012 et extradé en Suède pour purger sa peine. Brokep et Tiamo sont retrouvés en 2014, l'un dans une ferme au sud du pays, l'autre à la frontière du Laos et de la Thaïlande. En décembre 2014, TPB subit un dernier raid. Comme la fois précédente, il revient en ligne quelques jours plus tard. Après ça, il sera bloqué dans de nombreux pays à cause de multiples procès à l'international. Aujourd'hui, le site est toujours en ligne, mais ce ne sont plus les fondateurs qui le dirigent. Le bateau pirate est maintenant un navire sans capitaine, maintenu en vie par un équipage anonyme. Il reste quand même aujourd'hui dans le top 5 mondial des sites de torrents, avec près de 30 millions d'utilisateurs par mois. Et les 4 pirates alors? En 2025. Tout le monde s'est éloigné des projecteurs depuis. Anakata vit apparemment au Texas et traîne toujours dans le monde du code. Tiamo, selon les sources, vit actuellement avec sa femme à Stockholm et travaille dans une boîte pharmaceutique. Brokep s'est consacré à d'autres projets. Il a par exemple cofondé Flatr, un service de microdons un peu comme Patreon, et continue de défendre un web libre dans des conférences et des médias. Et Karl est décédé il y a peu de temps. Le 10 mars 2025, dans un accident d'avion en Slovénie, il avait 64 ans. La légende est finie, mais elle a changé Internet. Elle a prouvé qu'un petit groupe de 3 hommes de 19 à 25 ans, dans une arrière-salle suédoise, pouvait marquer l'histoire du web à jamais. Aujourd'hui, TPB n'est plus un site, c'est un souvenir, un symbole, une idée. L'idée que l'information doit circuler, libre et sans maître. Et cette idée, elle, ne sera jamais arrêtée.